Tout d'abord, je voudrais remercier les trois académies et tous les organisateurs de cette journée pour me donner l'opportunité de présenter cet exposé sur les biotechnologies marines. Donc, initialement, c'est Catherine Boyen, donc ma directrice d'unité, qui devait présenter cette thématique. Donc, je suis vraiment désolé qu'elle puisse pas être là aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment aussi pour avoir une pensée pour elle que je vais vous exposer cette dynamique, ces enjeux et ces perspectives pour les biotechnologies marines. Donc, je pense qu'avant tout, pour pas vous perdre dans mon exposé, c'est important de vous donner quelques repères, mais bien sûr, je vais redéfinir un petit peu ce qu'on entend par biotechnologie marine, parce que on l'a vu dans les exposés précédents, on en espère beaucoup, et donc ça revient dans beaucoup d'exposés sur la croissance bleue, sur les opportunités offertes par l'océan. Donc, c'est important, je crois, d'avoir une définition commune de ce qu'on met sur biotechnologie marine. Je vais aussi, bien sûr, vous parler de quelques exemples de réussite, parce qu'il y en a, donc ce qu'on appelle communément en anglais les success stories, et qu'on aime bien entendre, et je pense qu'elles sont vraiment intéressantes et stimulantes sur le plan scientifique, donc il faut surtout pas s'en priver. Je vais vous rappeler rapidement la révolution odéomique, on l'a abordée ce matin, et c'est vrai qu'elle est décisive aujourd'hui quand on parle de dynamique des biotechnologies marines, et à la fois elle est centrale au niveau des enjeux actuels et des perspectives qui sont offertes. Et c'est vraiment un tournant, vous le verrez au cours de mon exposé. Donc je vous rappellerai quelques enjeux actuels. Et je m'appuierai en fait sur des projets aussi qui sont proches de nous, et en particulier je ferai le focus sur un projet que je coordonne dans les investissements d'avenir, qui est un projet sur les biotechnologies et les bioressources qui concerne la biomasse de macroalgues, projet IDALG. Et je terminerai dans le contexte français sur d'autres projets d'investissement d'avenir qui ont déjà été mentionnés pour certains ce matin, et sur la perspective européenne qui effectivement affiche clairement au niveau de la politique de la Commission, cet allant vers la croissance bleue et vers le développement des Blue Biotechnologies. Donc une définition, les biotechnologies ou la biotechnologie, on peut vraiment parler des biotechnologies au pluriel. Elles sont définies par le CDE comme l'application des principes scientifiques et de l'ingénierie à la transformation de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et des services. Donc ça, c'est vraiment la définition très très générale. Et en fait, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux biotechnologies marines, à les décliner autrement que les couleurs habituelles des biotechnologies blanches, qui sont les biotechnologies industrielles, des biotechnologies rouges, qui sont les biotechnologies plutôt avec des applications dans le domaine médical, ou des biotechnologies vertes pour la biomasse terrestre, on a eu le souci en fait d'être assez large pour englober en fait toute l'utilisation des bioressources marines en tant que cible ou source d'applications biotechnologiques. Parce que vous le verrez, effectivement, dans les biotechnologies marines, on a un continuum où les applications purement dans les écosystèmes marins des biotechnologies sont très importantes, même si elles sont peut-être encore peu développées pour l'instant. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on parle d'un océan d'opportunités. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il de la dynamique, effectivement, des biotechnologies marines? Elles sont porteuses d'espoir. Est-ce que on va vraiment aller vers un retour? Donc, lorsqu'on regarde ce schéma, on s'aperçoit que les biotechnologies marines, c'est effectivement un continuum qui va donc prendre en compte une chaîne de valeur partant des bioressources marines qui sont des ressources issues de la pêche, comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi de plus en plus des ressources issues de l'aquaculture, qu'elles soient aquaculture d'animaux ou aquaculture de plantes marines, d'algues. Et bien sûr, pour exploiter ces ressources, on doit faire appel à des boîtes à outils, des biotechnologies qui sont communes à toutes les biotechnologies. Alors bien sûr, dans le domaine de la bioprospection, ce sera de la bioprospection qu'on va appeler marine. Mais donc la biologie moléculaire prend une place très importante dans les outils qui sont offerts pour exploiter ces bioressources. Bien sûr, la biochimie reste aussi clé, avec d'autres aspects de la chimie qui sont utilisés pour la bioprospection ou pour l'analytique. Et la microbiologie prend un essor aussi considérable, bien sûr, depuis aussi de l'exploration qui a été possible par le développement de toutes les sciences en omique que je déclinerai tout à l'heure. Et donc, cette chaîne, en fait, va vers des produits que vous connaissez très bien pour certains, comme des médicaments. Souvent, on fait référence à la mère source de médicaments.
On parle pour les plantes, non pas de médicaments, mais d'éliciteurs, de stimulants de croissance des plantes. Ça a été évoqué ce matin et donc ça intéresse beaucoup de gens à l'Académie d'agriculture. La mer est effectivement source de molécules dans ce domaine-là. On parle de bioénergie, on parle bien sûr d'aliments, et l'aliment est central, même si l'aliment n'est pas forcément issu toujours des biotechnologies marines. Et puis bien sûr, dans ce domaine-là, des produits, on va évoquer quelques exemples importants. On a entendu parler des enzymes, notamment, qui sont capables de catalyser des réactions avec certains biopolymères qu'on trouve de manière très très abondante dans les organismes marins, qui sont des polysaccharides, donc les biopolymères marins. Donc on y viendra, c'est des sources assez classiques en fait, quand on cite les biotechnologies marines. Puis il y a un certain nombre de composés organiques d'importance qui émergent aussi et qui pourraient être source de nouvelles applications. Mais avant tout, donc, les biotechnologies marines ont aussi fourni un grand nombre de services, et en particulier en étant ici à l'Académie des sciences et face à une audience aussi où il y a énormément de chercheurs, les biotechnologies ont déjà rendu, marines ont déjà rendu des services importants à la recherche fondamentale, je l'évoquerai, et on apporte beaucoup d'espoir aussi à la capacité de ces biotechnologies d'apporter des solutions pour la gestion des écosystèmes, en particulier dans le domaine de tout ce qui va être biocapteur, sur des procédés qui ne seront pas seulement des procédés physiques ou chimiques, et puis sur la bioremédiation aussi, par la compréhension des interactions, pour comprendre comment on peut aussi, sur des écosystèmes qui sont dégradés, apporter des solutions en ingénierie écologique. Donc actuellement, c'est un chiffre que j'ai pu collecter en 2014, le marché global à l'échelle mondiale des biotechnologies marines, on l'estime à 4 milliards d'euros, ce qui peut paraître très très faible par rapport bien sûr au marché total des biotechnologies en général et sur d'autres marchés, mais donc ça avec un chiffre de croissance qui approche les 10% par an. Donc les principaux domaines qui étaient connus dans les biotechnologies marines avant les années 2000, c'était bien sûr les polysaccharides marins, dont on a abondamment entendu parler ce matin, en particulier ceux qui proviennent des algues, la bioprospection de médicaments, mais aussi donc un certain nombre de médicaments déjà donc depuis plusieurs années sur le marché, en particulier des neurotoxines, en particulier donc celles qui viennent des cônes, qui étaient illustrées sur la diapo précédente. Également, donc, un grand nombre de découvertes sur les microbes marins, et en particulier tout ce qui a pu être fait donc, à partir de la découverte des sources hydrothermales ou en général des milieux extrémophiles, sur les études sur les archées, en particulier donc, ce règne entier qui était peu exploré encore avant qu'on découvre l'importance de ces groupes dans certains écosystèmes marins. L'aquaculture, on en a abondamment parlé cet après-midi. Et puis bien sûr un certain nombre de protéines et d'enzymes qui étaient issus de travaux de biochimie plus classiques, qui pour certains pouvaient être produits à partir de bactéries et qui ont été des outils importants pour la recherche et pour l'industrie déjà avant les années 2000. Donc en effet les opportunités de la biodiversité marine elles sont connues depuis longtemps, et en particulier pour tous ceux qui se sont intéressés à la pharmacologie, donc la mer a très tôt attiré les chercheurs en pharmacologie pour être une source alternative à la diversité chimique donc des plantes terrestres, puisque dans le monde marin, on a une diversité, on l'a évoqué, qui est plus importante que sur Terre, en particulier dans le nombre de phyla qui sont représentés dans le monde marin. 38 phyla animaux sur 39 sont présents dans le domaine marin. Il y en a 19 qui sont endémiques au monde marin. On a des lignées de protistes marins qu'on a à peine encore évoquées aujourd'hui, mais qu'on va donc découvrir en particulier par l'exploitation des expéditions comme celle de Tara Océan et des données métagénomiques ou d'autres approches qui sont menées en parallèle. Donc il y a aussi cette importance des procaryotes photosynthétiques en mer, donc qui assurent une part très très importante de la production primaire en mer, et qui a longtemps été négligée et qui rentre aujourd'hui effectivement dans le bilan quand on dit que l'océan produit 50% de l'oxygène qu'on peut respirer sur Terre. Donc il y a bien sûr les extrémophiles que j'ai déjà évoqués, et puis la biodiversité marine justement de ces procaryotes, elle est estimée à 90% donc non cultivables. Les chiffres peuvent être débattus, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc on estime qu'on a une forte biodiversité, donc qui doit être synonyme d'une grande diversité chimique et surtout métabolique, et qui est encore très très peu explorée. Et donc les opportunités, c'est vraiment d'explorer. Donc ça a été fait sur du long terme, en particulier par l'industrie pharmaceutique, et je l'évoquerai dans un exemple sur les 2 dernières décennies.
en particulier, avec un effort très très significatif. Mais on estime que donc que justement par rapport à ce qui a déjà été exploré dans le monde marin, quand on explore des échantillons terrestres, on a 0,01% de cibles en fait qui sont intéressants pour avoir un potentiel antitumoral dans ce qui a été exploré, ou antibiotique. Dans ce qui a été exploré au niveau marin, on a 1% en fait de ces cibles donc qui sont identifiées lorsqu'on s'intéresse à un organisme marin. Donc c'est vraiment donc des chiffres intéressants et qui sont liés en fait à cette diversité en fait d'écosystèmes marins, donc avec une évolution effectivement très très longue des lignées qui a amené à une compétition pour la survie et à des pressions environnementales très très diverses, donc qui influent bien sûr directement sur la biodiversité, donc notamment exemplaires donc qu'on a dans les écosystèmes coralliens, mais qui sont que parmi les hotspots de diversité, en fait, des forêts d'algues tempérées sont aussi des hotspots de biodiversité avec d'autres types d'écosystèmes. Donc dans cette biodiversité, on va retrouver des mécanismes de signalisation, de défense, d'attaque et d'adaptation qui vont être différents pour certains de ce qu'on peut trouver en milieu terrestre, et donc générer une diversité chimique et métabolique, potentielle source donc d'application. Donc parmi les belles histoires à succès, il y en a certaines que vous connaissez tous, en particulier, c'est parmi les enzymes marines, c'est celles qui ont contribué à amplifier la révolution de la biologie moléculaire, en particulier donc de l'amplification d'ADN par des ADN polymérases thermostables en fait. Donc après avoir découvert donc une polymérase capable d'assurer donc et de résister donc dans la réaction de PCR qui provenait d'une bactérie isolée de sources thermales terrestres, Thermus aquaticus, donc dans les Eosomes. On a découvert d'autres polymérases issues des sources hydrothermales profondes, en particulier des bactéries associées à ces fumeurs dont on a entendu parler en début d'après-midi, qui ont en plus l'intérêt notamment d'être plus fidèles que la première polymérase qui avait été développée pour développer cette réaction d'amplification de l'ADN. Donc, certes, c'est pas la découverte des polymérases marines qui a valu le prix Nobel au découvreur de cette capacité de ces polymérases à résister dans la réaction de PCR, mais elles contribuent aujourd'hui et elles sont largement diffusées dans le monde. Le marché en fait total des polymérases thermostables, il est de 500 millions d'euros, donc c'est un marché qui est loin d'être négatif et donc il est loin d'être négligeable, et il est source donc de continuité dans l'exploration. Mais une autre belle histoire de succès, bien sûr, qui est toujours liée aux protéines marines. Et là, elle a valu un prix Nobel à ses découvreurs, donc le japonais Osamu Shimomura, Martin Chalfie et Roger Tsien en 2008, un Nobel de chimie. C'est donc sur cette fameuse protéine fluorescente de méduse, la GFP, la Green Fluorescent Protein, qui permet en fait la visualisation de la dynamique des protéines dans la cellule, qui a permis bien sûr de localiser et qui aujourd'hui facilite la localisation d'un grand nombre de protéines, quels que soient les organismes, que ce soit donc chez les animaux ou donc des invertébrés ou des microbes ou bien sûr des microalgues. C'est vraiment donc une découverte qui a révolutionné aussi la biologie au cours de ces dernières années. Et bien sûr, sa source, c'est cette belle méduse Aquaria victoria, sur laquelle on a caractérisé pour la première fois ces protéines fluorescentes vertes, qui sont aujourd'hui produites par Génie Génétique, et dont on a toute une diversité pour l'utilisation, mais qui au départ sont issues de découvertes de protéines marines, et qui montrent tout le potentiel effectivement pour après transposer cette découverte vers des biotechnologies qui après ne sont plus effectivement exploitant forcément des molécules marines, mais qui se basent sur les biotechnologies d'expression de protéines recombinantes. Et donc, parmi les belles histoires de succès, il y en a quand même eu aussi dans la bioprospection marine, même si, on va le voir, les médicaments marins se comptent encore pas sur les doigts de la main, mais sont encore limités. Et en particulier, cette molécule qui, sous son nom commercial, commercialisé par l'entreprise espagnole PharmaMar, s'appelle le Yondelis, qui s'est d'abord appelé trabélictine ou ET743, qui est issu d'un animal dont on a entendu parler ce matin avec Patrick Winkler, qui est un tunicier, un groupe proche des chordés, ancêtre très proche des vertébrés. Donc une acédie dont on a, par des
des techniques classiques de chimie des substances naturelles, purifier cette molécule qui a été criblée sur des cribles donc, antitumoraux et qui aujourd'hui donc, a été le premier produit commercial sur le marché en 2008. Aujourd'hui, on a moins d'une vingtaine de composés donc, qui sont autorisés dans d'autres domaines d'application et c'est pour certains quand même dans le domaine antitumoral. Et on a à peu près 50 molécules qui sont en recherche clinique ou préclinique. Donc ces molécules, je vous les laisse là, mais bien sûr, on n'avait pas besoin de lire. Donc celles qui sont approuvées, donc dans la liste de celles qui sont approuvées, vous trouverez bien sûr le lion d'hélice, donc qui est sous son nom de trabélikine. Et puis vous avez toute la liste donc des 50 composés qui sont aujourd'hui donc en phase préclinique jusqu'à la phase 3. Et donc pour certains, on a des molécules qui vont arriver sur le marché de manière proche. Donc aujourd'hui, on a donc à la fois des antidouleurs, on a des anti-inflammatoires, on a des produits qui sont utilisés dans le traitement de certaines problèmes donc d'hypertriglycémie, et puis donc un certain nombre de candidats qui vont être développés dans d'autres domaines, y compris dans des maladies parasitaires. Donc ces 50 composés, si on les représente plutôt sous cette forme donc de leur origine, on s'aperçoit que aujourd'hui effectivement parmi les organismes marins qui produisent le plus de ces médicaments, on a donc essentiellement des organismes qui vivent fixés, en particulier les éponges, les coraux, les tuniciers, donc ici sous le nom d'acidians, qui représentent près de 50% donc, des produits. On a ensuite des produits de mollusques, en particulier les neurotoxines qui viennent des cônes comme antidouleurs, et puis un certain nombre d'organismes divers. Les micro-organismes qui, pour l'instant, ne prennent encore une part que de 15% en fait, dans ces médicaments, et puis les algues qui représentent une source relativement moins importante en fait, aujourd'hui de médicaments. Parce que les algues, en particulier ces algues qui sont mentionnées là, sont des macroalgues et que par définition elles ne sont pas toxiques. Et donc dans la recherche de médicaments antitumoraux, on a surtout recherché des molécules très toxiques, des alcaloïdes, et qui sont très très peu abondants dans ces groupes. Mais en fait, cette recherche a eu ses limites, et en particulier pour certains développements de médicaments, il a fallu avoir des abandons. Pour vous raconter donc l'histoire de la société PharmaMar, la société PharmaMar en Espagne, elle a réussi à développer son projet parce qu'elle était soutenue par un grand groupe de produits chimiques, le groupe Zeltia en Espagne, qui a financé PharmaMar pendant 20 ans sans qu'il y ait un produit commercial qui sorte en fait des recherches menées par PharmaMar, qui étaient à la fois des explorations donc dans des campagnes pour prélever des organismes, un certain nombre de thèses dans des laboratoires pour purifier les molécules et faire du criblage. Et donc, il s'est avéré qu'avant d'avoir des hits et d'avoir aussi la possibilité de produire ces molécules en quantité suffisante pour développer ces médicaments, il a fallu développer des stratégies, sachant que donc, les stratégies qui existaient de synthèse chimique totale en chimie organique étaient parfois très très complexes. Pour une molécule comme la trabélikine, ça peut aller jusqu'à 50 étapes donc en chimie, donc très très coûteuses. Donc ça peut le faire pour développer donc les essais précliniques ou cliniques en début de phase. On a exploré les possibilités de l'aquaculture, donc en particulier de cultiver ces organismes-là, mais également donc on s'est aperçu qu'avant de pouvoir extraire ces molécules de ces organismes, il fallait donc pour 1 gramme de molécules plus d'1 tonne de ces organismes-là. Donc avec des technologies d'aquaculture qui n'étaient pas maîtrisées, c'était pas très pensable. Et puis donc, ça est apparu, grâce au développement des biotechnologies, des stratégies nouvelles en chimie, donc en particulier des stratégies d'hémisynthèse, de céder des connaissances à la fois donc, sur la chimie microbienne et également donc, sur les découvertes dans le domaine d'association éventuellement de certains organismes marins avec des bactéries, pour aller vers des stratégies où une partie de la molécule pourrait être produite par fermentation de micro-organismes. Et ensuite, la chimie elle viendrait pour des réactions terminales pour justement assurer les modifications qui permettent d'obtenir la molécule active. C'est une stratégie qui a été développée en fait pour le développement de lions d'hélice par PharmaMar et qui est aujourd'hui un procédé qui passe par l'utilisation de pseudomonas fluorescence pour produire une molécule précurseur qui est la safracine B, qui donne le squelette avant lequel on fait en quelques réactions de chimie organique la molécule du lion d'hélice. Donc on le voit, il a fallu un certain nombre d'étapes
avant qu'on puisse aboutir à des médicaments, et en particulier donc, ces stratégies d'utiliser donc, les micro-organismes pour pouvoir donc synthétiser des molécules en réduisant les coûts et en étant donc s'inspirant en fait de la diversité chimique existante chez les différents organismes marins. Et en fait, ça a été donc possible aussi par, bien sûr, un grand travail des chimistes des sciences naturelles qui ont travaillé sur des microbes, mais également par la révolution déomique qui est apparue donc surtout à partir des débuts des années 2000, en particulier sur les organismes prokaryotes au départ, qui a permis donc d'acquérir des connaissances fondamentales, on l'a vu sur les génomes et sur la génétique de certains organismes de manière qui a permis pour beaucoup d'organismes, en particulier pour les organismes qui nous intéressent dans notre équipe à Roscoff sur les algues, d'avoir des connaissances sur la biologie de la reproduction, sur l'adaptation au stress, sur la résistance aux maladies, sur la physiologie de la nutrition, bien sûr sur le métabolisme général et plus spécifique à ces organismes-là. Et aujourd'hui, donc, on va vraiment vers une biologie intégrative donc, de ces organismes, où on peut intégrer toutes les possibilités en fait, qu'offrent les sciences en omique. Donc, on l'a vu ce matin avec la génomique et l'exploitation du séquençage de l'ADN qui permet d'exploiter les génomes, mais bien sûr, il y a tous les niveaux de l'information génétique lorsqu'ils sont donc traduits donc en protéines donc via le transcriptome auquel on peut accéder. On a accès maintenant au protéome donc de ces organismes et donc on peut aujourd'hui caractériser donc beaucoup mieux ces voies métaboliques qui sont impliquées dans la synthèse de molécules importantes, et on peut aujourd'hui aussi avec de nouvelles approches avoir accès à une meilleure connaissance en fait et avoir non plus seulement des connaissances sur une molécule issue d'un organisme, mais également approcher la diversité chimique d'un organisme via des approches de métabolomique. Et une composante essentielle en fait aussi dans cette approche, c'est de ne plus seulement prendre en compte un organisme justement qui serait complètement stérile et complètement donc dépourvu de son environnement naturel, qui est en fait un environnement de micro-organismes qui lui sont associés, qui lui sont propres. Vous connaissez tous maintenant qu'on a un microbiote spécifique dans notre système digestif, dans notre intestin, et que ce microbiote a une importance fondamentale pour l'humain, et bien pour tous les organismes marins et tous les organismes qui vivent sur la Terre, le microbiote associé donc est essentiel. Et les approches aujourd'hui pour mieux comprendre en fait l'importance de ce microbiote, en plus des approches classiques de microbiologie d'organismes cultivables, ça a été d'explorer les métagénomes. On l'a peu encore discuté ce matin, mais c'est une approche qui est développée au Génoscope de manière très très large, en particulier sur les données de Tara Océan. Et il y a une approche sans doute la plus large qui a pu être faite au niveau mondial, qui est réalisée et donc qui génère des connaissances qui sont énormes. Donc, on l'a rappelé ce matin, donc justement, les organismes comme les macroalgues ont bénéficié de la révolution génomique et on a donc eu accès depuis 2010 à 2 génomes de macroalgues importantes, une algue brune et une algue rouge, donc je le rappelle, mais également donc à un grand nombre de génomes bactériens. Donc les génomes prokaryotiques, on y a eu accès très très tôt en fait, c'est des petits génomes, mais malgré tout, donc vu le coût de séquençage de l'ADN donc il y a 15 ans, faire un génome de bactérien, c'était pas si trivial que ça. Aujourd'hui, c'est devenu effectivement presque une banalité et souvent on caractérise aujourd'hui une bactérie qui pourrait avoir un potentiel intéressant en séquençant son génome. Et donc à Roscoff, on a notamment commencé assez tôt sur un génome d'une bactérie importante que Gurvan a mentionné donc ce matin, qui est les Obelia galactanivorans. Et c'est seulement maintenant d'ailleurs que ce génome va être publié, puisqu'on l'a exploité beaucoup en termes de biotechnologie. Et donc cette information va être rendue publique incessamment sous peu. On a d'autres projets de génomique sur les macroalgues qui sont en cours, toujours pour amplifier les possibilités de connaissance. En particulier, un projet qui a été accepté par France Génomique, qui va donc être porté au Génoscope, qui s'appelle FeoExplorer, donc qui va nous permettre d'accéder à la connaissance sur 40 nouveaux génomes en fait d'algues brunes. Le coordinateur de ce projet, c'est Marc Koch, collègue généticien de notre unité, pour explorer l'évolution et la complexité biologique des algues brunes à travers l'établissement de ressources multi-échelles. Donc il y a des données de génomes considérables qui vont être générées par ce projet-là.
Donc on a bien sûr des ressources génomiques qu'on veut utiliser pour de la biologie fondamentale sur les algues, en particulier pour comprendre ces mécanismes qui ont mené à la multicellularité complexe chez ces organismes-là. Mais également, bien sûr, ça va être une possibilité d'exploiter ces génomes pour un potentiel biotechnologique de métabolisme originaux. On a commencé à le faire, bien sûr, avec les génomes de Chondrus et d'Ectocarpus, mais ces nouveaux génomes vont encore donner la possibilité d'explorer la fonction de nouveaux gènes, en fait, pour accéder à de nouvelles molécules, à de nouvelles enzymes. Donc, et bien sûr, ce projet se fait avec un consortium international, puisque donc ces efforts de génomique se déploient aujourd'hui au niveau mondial et ils font l'objet d'une coopération internationale importante. Et ça a été essentiel, en fait, pour nous aussi, pour mieux exploiter ces génomes dans le domaine des biotechnologies, de faire de la collaboration internationale, en particulier dans le cadre d'un grand projet européen que Catherine Moyen a coordonné dans les années 2000, qui s'appelait Marine Genomics Europe, qui a permis non seulement d'acquérir des données de génomique, mais aussi de développer des projets de génomique fonctionnelle et de génomique structurale, et en particulier cette plateforme qui est disponible à Roscoff, qui en fait bénéficie d'un plateau de systèmes d'expression de protéines à moyen débit pour des gènes à la fois prokaryotiques ou eukaryotiques, hein, et donc essentiellement on cherche à exprimer des protéines marines qui pour certaines ne sont pas triviales à exprimer. On a aujourd'hui les outils de la biologie structurale, en particulier de la cristallisation des protéines, qui a permis de résoudre un certain nombre de structures 3D qui aident beaucoup dans la détermination des fonctions. Et bien sûr, on crible ces protéines recombinantes pour découvrir donc leurs substrats endogènes ou artificiels qui permettront d'accéder à la fonction de ces protéines enzymatiques et à générer en fait de nouveaux outils biotechnologiques. Donc les enjeux actuels, je suis désolé pour le jeune qui ne sort pas, les domaines en fait dans lesquels les biotechnologies marines vont trouver donc un grand nombre d'applications. Donc en particulier la nutrition. Donc où là on porte beaucoup d'espoir sur les organismes marins, donc pour leurs propriétés fonctionnelles en alimentation, pas seulement pour leurs propriétés nutritionnelles directes. Et on parle beaucoup donc de capacités prébiotiques de certaines molécules marines ou de certaines capacités probiotiques de certains microbes. Donc le domaine de l'énergie, on l'évoquera effectivement, puisqu'on a une biomasse marine qui est renouvelable, en particulier, donc j'évoquerai les microalgues et un petit peu les macroalgues. La santé et le bien-être, donc, qui sont déjà donc, synonymes de bienfaits du monde marin, hein, notamment par le domaine de la cosmétique qui est bien connu, mais où on a aussi un certain nombre de nouvelles molécules et de procédés de production qui émergent, qui apportent là un impact dans le domaine de la santé humaine en particulier, mais aussi la santé animale. L'environnement, avec des nouveaux procédés en fait pour aussi minimiser les effets des changements sur les écosystèmes, en particulier de l'impact des changements climatiques, avec des capacités de monitoring, de bioremédiation, la lutte contre les biosalissures marines, qui sont un problème notamment majeur pour le trafic naval, mais aussi pour tous les dispositifs qu'on peut déployer en mer. Et puis donc aussi des technologies qui peuvent être intéressantes à exploiter en agriculture terrestre. Et bien sûr des produits et des procédés industriels pour prolonger en fait ce qui a déjà été découvert dans le domaine des enzymes et des biopolymères, mais aussi d'amener un ensemble de biomatériaux biosourcés à partir du domaine marin. Et pour tout cela, on a besoin en fait de développer et de prioriser le développement d'outils de recherche en biologie marine, en particulier continuer les efforts bien sûr de génomique et de métagénomique et donc la biologie moléculaire de ces organismes, mais également donc porter un effort particulier sur la culture de ces organismes qu'on dit incultivables, mais dont on arrive aujourd'hui à dépasser les limites. Aller aussi bien sûr vers la bio-ingénierie en fait de micro-organismes marins, puisque c'est une biotechnologie auquel on peut aujourd'hui accéder en s'inspirant des biotechnologies blanches terrestres et qui permettent un certain nombre d'avancées. Et puis bien sûr aussi avoir de plus en plus de connaissances sur les organismes marins modèles. Donc si je reprends ces enjeux par thématique, en fait, si on prend par exemple la valorisation industrielle des microalgues, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, depuis une bonne décennie, comme on dit, c'est des organismes qui ont fait le buzz, en particulier avec tous les espoirs portés comme source de biocarburants de troisième génération. Mais au-delà de ces promesses, en fait, ces microalgues produisent énormément de molécules d'intérêt qui vont de protéines essentielles comme de protéines
ou de lipides essentiels à des polysaccharides, mais aussi en passant par des composés de biomatériaux biosourcés, et pour lesquels, en fait, de manière triviale, on maîtrise encore très mal la culture, donc en particulier parce qu'on n'a pas beaucoup domestiqué ces espèces-là. Ça se compte aussi sur les doigts de la main, les espèces qu'on a domestiquées notamment pour nourrir des larves pour l'aquaculture marine. Sur les procédés de culture à grande échelle, où là les procédés ne sont absolument pas efficients, et également les procédés de récolte de ces organismes microscopiques qui posent énormément de problèmes. Ensuite, bien sûr, les autres approches qui sont autour des procédés d'extraction, de ce qu'on appelle la bioraffinerie, la valorisation de la biomasse, à la fois avec des produits de forte valeur ajoutée, peut s'inspirer de bioraffineries terrestres, et en particulier des bioraffineries de plantes. Mais là, développer aussi des outils propres qui viendront du monde marin, en particulier s'il y a des outils enzymatiques qui sont utilisés dans ces bioraffineries, il faudra qu'ils viennent du monde marin pour être spécifiques en fait du cracking qui est nécessaire. Donc il y a actuellement dans ce domaine-là un grand projet qui s'appelle ElgoSolis à Saint-Nazaire, qui est mené par le CNRS et l'Université de Nantes, qui vise à faire un démonstrateur en fait dans ce domaine-là. Mais les biotechnologies, elles n'ont pas seulement des finalités complètement appliquées. Il y a des laboratoires de recherche fondamentale qui se sont associés avec des startups de biotechnologie en France pour développer la bioingénierie de ces micro-organismes, en particulier de la diatomée Phaeodactylum tricornutum. Ici, des travaux menés par Angela Falciatore de l'UPMC avec la société Selectis, où ils ont par modification avec des mécanucléases de Phaeodactylum tricornutum, augmenter le potentiel de production de lipides jusqu'à 30% de la masse sèche pour cette diatomée, ce qui est très très significatif. Et aujourd'hui, quand on voit le potentiel d'autres outils qui apparaissent comme CRISPR-Cas9 qui sont en développement sur ces microalgues, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un potentiel qui peut être acceptable aussi en termes de développement des biotechnologies marines, puisqu'on va développer des technologies qui sont essentiellement dans des milieux confinés, qui peuvent se développer dans des bioréacteurs et qui ne seront pas des biotechnologies qu'on va mettre dans l'environnement naturel. Donc les enjeux, ils sont vraiment importants autour de cette ingénierie de micro-organismes. Il y a eu énormément de travaux qui ont été effectivement poussés par des compagnies qui ont investi dans le domaine du potentiel des biofuels pour les microalgues ou pour les macroalgues. Ici, c'est un travail d'ingénierie de micro-organismes à partir d'un opéron qui est issu d'une bactérie capable de dégrader l'alginate des parois de microalgues. Un travail qui a en fait permis l'expression de tous ces gènes et de rendre la capacité à Escherichia coli de digérer cet alginate. Mais on s'aperçoit qu'en fait, ces développements sont très longs. La start-up qui avait développé ces procédés n'existe plus aujourd'hui et les investissements ont chuté puisqu'il ne s'agit pas, en fait, quand on veut convertir la biomasse algale, seulement de dégrader un polysaccharide. On a éventuellement d'autres composés de la paroi auxquels il faut s'attaquer. On a aussi des composés antagonistes et ce n'est pas simple à résoudre tous ces problèmes-là. Il faudrait conclure. Ouais. Voilà, je vais conclure rappeler simplement actuellement je suis dans un projet qui s'appelle IDEALG, toujours sur ces enjeux des biotechnologies bleues, déclinés au niveau de la biomasse marine représentée par les macroalgues, pour répondre à des défis qui nous étaient posés par le Grenelle de la mer sur à la fois fournir des bioactifs, des biomatériaux, des bioénergies, des précurseurs issus de la biomasse marine et puis aller vers fournir aussi des outils pour la chimie durable. Et puis compléter en fait les ressources marines qui sont issues de pêche, parce que pour les algues, c'est essentiellement la ressource dont on dispose en France. Et comme l'a souligné Jérôme Lazare, en fait, l'aquaculture est encore balbutiante pour les macroalgues en France, comparé à ce qui se passe en Asie. Donc, dans IDEALG, on développe énormément de biotechnologies enzymatiques. On a vu l'exemple aujourd'hui d'application par Urban de l'ingénierie en fait d'enzymes et de protéines, pour fournir des outils pour la biologie et la chimie, en particulier des sondes et des marqueurs fluorescents pour comprendre la synthèse des parois, mais également pour générer des outils d'hémisynthèse comme convertir des hydrolases de polysaccharides en glycosynthase. Ces outils sont aujourd'hui exploités par des collègues chimistes pour générer en fait des nouvelles molécules qui sont exploitées dans le domaine pharmacologique ou dans le domaine de générer de nouveaux biosurfactants biodégradables. Et puis bien sûr, on développe ces biotechnologies dans la mise au point de procédés utilisant des enzymes et des protéines marines
pour aller vers de nouvelles utilisations dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, bien sûr, mais également donc, dans un grand domaine qui est la nutrition santé animale, pour compléter en fait les domaines existants, hein, donc qui étaient déjà largement développés dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique marine à partir des agents texturants ou hydratants, mais pas trop pour aller vers les bioénergies, puisqu'on pense que les bioénergies c'est plutôt un complément en fait de ce que pourront apporter les bioraffineries donc algales, mais pas une fin en soi pour le développement de ces outils. Donc on est actuellement impliqué donc à Roscoff dans un projet porté par des entreprises hein, dans le cadre de BPI France, justement pour la nouvelle utilisation de la biomasse algale en nutrition santé animale et humaine, et qui passe par donc la mise en œuvre à l'échelle industrielle d'une bioraffinerie qui va craquer à la fois donc des algues brunes, des algues rouges et des algues vertes, sachant qu'une des entreprises qui est dans ce projet donc exploite déjà la biomasse d'algues vertes dans cette démarche de bioraffinerie. Donc les perspectives, donc elles sont très nombreuses, que ce soit donc en France, donc dans le domaine des microbes, des algues, des invertébrés et des poissons. Et c'est vrai que les investissements d'avenir ont apporté un coup de pouce qui est colossal en fait dans ce domaine-là. On a parlé ce matin et donc Dominique Job a parlé de MBRC France, donc composante de MBRC Europe. Mais on a également donc dans le domaine du plancton le projet Oceanomics qui a été retenu donc dans les projets bioressources biotechnologie et le projet IDALG donc, que je viens d'évoquer. Donc vraiment des projets intégrés qui regroupent plusieurs centaines de chercheurs tous ensemble donc sur ces finalités et qui sont capitales pour vraiment exploiter ces biotechnologies. Donc on est dans alors j'aime pas du tout ce mot-là, dans un écosystème justement en lien avec les entreprises qui est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, nos régions en Bretagne et Pays de la Loire sont fiers de revendiquer donc, leur position de première région française en biotechnologie marine. Donc, vous avez là notamment la localisation d'un grand nombre d'entreprises qui exploitent aujourd'hui des bioressources marines, qui pour certaines on commence à développer quelques outils de biotechnologie, mais on est encore loin et on est en train de développer, et donc cette diapo c'est aussi pour avoir une pensée pour Bernard Clorec, un projet important qui est le projet Blue Valley, qui est une opération en fait qui va être localisée sur Roscoff de parc scientifique pour promouvoir justement les biotechnologies marines et les interactions entre les académiques, l'enseignement et les entreprises pour justement accélérer le transfert dans ce domaine-là. Donc les perspectives européennes, elles sont ouvertes par Horizon 2020, donc je ne vais pas revenir là-dessus, en particulier les programmes Croissance Bleue, mais également donc par d'autres outils qui sont développés comme des projets d'ERANET. Et là, simplement, si je mentionne l'ERANET Marine Biotech, c'est que pendant tous les premiers temps de cette ERANET, donc les 2 premières années, en France, on n'a pas pu participer à cette ERANET, tout simplement parce que l'ANR n'a pas dédié de fonds spécifiques pour les biotechnologies marines. Or, s'il y a quelque chose qui est à défendre aujourd'hui, c'est la spécificité en fait des biotechnologies marines qui fait qu'on ne peut pas considérer que dans ce domaine qui est en plein essor, on peut donc être toujours en compétition avec des biotechnologies terrestres et qu'apporter donc par des financements spécifiques dédiés aux biotechnologies marines ou des soutiens à de la recherche fondamentale en biologie marine, on va vraiment appuyer ce développement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Donc, j'ai l'impression qu'on peut-être une question, hein, puisqu'on a mangé le temps qui était dédié à la fois aux questions et aux exposés. Est-ce qu'il y a une question que quelqu'un souhaiterait poser? Oui, Michel Combarnus. Oui, j'étais impressionné par le développement présenté, mais alors je me disais, comment se fait-il que les tenants des cultures non OGM terrestres laissent filer cette affaire-là doucement sans s'en occuper? Alors, j'étais, je pense, assez clair. Pour l'instant, on ne développe pas d'OGM donc en milieu ouvert, donc il n'y a pas de culture OGM d'organismes qui, sauf peut-être en Chine, assemblés. Ouais. Et par contre, donc aujourd'hui, il y a énormément de recherches effectivement sur des organismes génétiquement modifiés donc marins. Donc on a parlé du saumon aussi, hein, donc on peut considérer comme un organisme marin. Alors ça se passe pas sans qu'il y ait des contradictions et des débats. Donc, et justement, même au sein de la communauté scientifique, et au sein d'un projet comme je peux coordonner, on a des débats là-dessus. Nous, on a été clair dès le début du projet. On a proposé aux évaluateurs de ne pas justement utiliser les moyens de transgénèse
à des fins autres que de recherche fondamentale pour les macroalgues, sachant que dans ce domaine-là, on a énormément de problèmes à résoudre de toute façon pour faire des organismes transgéniques. Donc, on n'est absolument pas là pour développer pour l'instant des organismes génétiquement modifiés. On a assez à faire avec la domestication, avec les maîtrises de technologies génétiques classiques sur ces organismes-là.